car je suis un général non violent. J'ai, avant de percevoir ou d'essayer de percevoir la non-violence, perçu tout à fait ce qu'est la violence. J'ai constaté qu'elle n'est pas efficace pour résoudre les conflits entre les hommes et qu'elle dégrade les hommes qui la mettent en œuvre. Personnellement, je suis ni pour ni contre la torture, comme je suis ni pour ni contre les armes classiques employées sur un champ de bataille, puisque le terrorisme et la torture sont des armes classiques de la guerre révolutionnaire. Et d'ailleurs, quelle que soit mon opinion, elles sont employées, on le sait. On est pour quand la torture vous sert, on est contre quand elle vous dessert. C'est le coup classique de toutes les guerres. Isolé, on s'adresse à toute une organisation qui est immense. Alors, est terroriste toute personne qui fait partie de l'organisation, que ce soit un collecteur de fonds, un comptable ou celui qui pose les bombes. Oui, il est terroriste, c'est-à-dire que dans une armée ordinaire, il y a des artilleurs, des fantassins, des intendants, des gens du service de renseignement. Tous sont des militaires, si vous voulez. Et le mot terroriste, au fond, c'est le militaire qui fait la guerre révolutionnaire. Et bien, le but principal, quand on s'attaque à une organisation terroriste, c'est d'abord de reconstituer cette organisation, de savoir son étendue, le nombre de gens qui y sont, et pour qu'on puisse l'attaquer sans bavure. C'est-à-dire, comme on sait qu'une organisation terroriste s'infiltre dans la population, il faut la définir d'une façon précise pour ne pas attaquer la population et ne pas faire d'erreur. Mais on ne torture pas les militaires, mais vous estimez, disons, dans la logique de cette guerre révolutionnaire, de torturer parfois les terroristes. Pourquoi? Oui, le terroriste est un soldat. Est un soldat qui se bat dans un but précis, dans un but qui est trop moral et dans un but pour une cause qui est juste. Et comme tous les soldats acceptent la souffrance physique, si vous voulez, un artilleur, un fantassin, un cavalier blessé sur le champ de bataille, ne disent pas, monsieur, mon ennemi en face m'a fait mal, il va à l'hôpital se faire soigner. Ce que je reproche aux terroristes, c'est d'attaquer, comme d'ailleurs tous les militaires du monde, des femmes et des enfants. Quand on bombarde une ville, on tue des femmes et des enfants, on n'en fait pas un reproche aux artilleurs ni aux fantassins. C'est de vouloir éviter la souffrance physique. Qu'acceptent tous les militaires. Le terroriste attaque des femmes et des enfants sans risque. Il faut qu'il sache que le jour où il sera arrêté, le risque, il encourra ce jour-là. Et que sa vie et la souffrance, peut-être, pas obligatoirement, il la subira ce jour-là. C'est à lui de savoir s'il sera un homme ou non. Selon vous, la justification de la torture, ça serait son efficacité dans une situation précise? C'est son efficacité. C'est son efficacité. On ne peut pas refuser une arme qui permet de détruire l'organisation adverse. Supposez qu'une après-midi, une de vos patrouilles est arrêtée un poseur de bombes. Ce poseur de bombes avait sur lui une bombe, puis il avait posé au moins 4, 5 ou 6. Cette bombe démontée vous a permis de savoir que les bombes posées allaient sauter à 6h30 de l'après-midi. C'est 3 heures. Nous savons que chaque bombe fait au moins 10, 12 morts et une quarantaine de blessés. Le terroriste est là. Vous pouvez l'interroger ou non. Vous pouvez, si vous voulez, aller avertir les aumôniers pour qu'ils viennent confesser les mourants, mettre en état d'alerte tous les hôpitaux, toutes les ambulances pour qu'on aille chercher les blessés, mais n'empêche qu'à 6h30, vous aurez 40 morts et environ 200 blessés. Si vous interrogez cet individu, vous épargnerez la vie parce qu'il vous dira. Il vous dira, même peut-être sans bousculer fort, mais si c'est que vous allez l'interroger de façon sévère, il y a de fortes chances qu'il vous donne l'endroit où il a posé les bombes. Au fond, qu'est-ce qu'il risque? Il risque pas grand-chose, lui. Il vous dira où il a posé les bombes et vous sauverez le nombre de morts et de blessés dont je vous ai parlé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un problème de conscience, mais sur lequel vous ne pouvez pas échapper. Si vous ne l'interrogez pas, vous aurez, que vous le vouliez ou non, la responsabilité des 40 morts et des 260 blessés. Moi, personnellement, je suis prêt à l'interroger jusqu'à qu'il réponde à mes questions. Mais par-delà les faux dilemmes et les alibis fallacieux, il y a la réalité d'une torture pratiquée en masse, érigée en système, avec ses écoles, ses médecins, ses techniciens, groupés en une internationale anonyme.
police, on a, au mois de septembre ou octobre 1956, découvert à Alger, à l'usine à gaz, une bombe. Et on en a arrêté dans les quelques heures qui ont suivi le porteur, qui était porteur sur lui-même de l'indication qu'il avait déposé une seconde bombe. La police m'avise, et dit, il faut absolument trouver où a été posée la seconde bombe. Le temps pressé parce qu'elle devait exploser, il était 4 heures de l'après-midi et cette bombe devait sauter à 6 heures du soir. Il y avait un moyen pour tenir le renseignement qui vient à l'esprit lorsque l'on est sur le tas. Et la question m'est posée par la police. Est-ce que nous le torturons? Alors la torture pour moi, ça n'est pas une abstraction. Ça n'est pas une idée abstraite, une notion, un principe à appliquer ou ne pas appliquer. C'est une décision à prendre. Et la décision, je refuse la torture. Et refuser nous semble beaucoup d'angoisse. Je l'ai refusé pour des raisons simples. Des raisons personnelles, et puis des raisons de principe. Des raisons personnelles, d'abord parce que mes convictions religieuses m'obligent au respect des autres. Je prends la torture pour un déshonneur de celui auquel on l'applique. Et qui déshonore aussi celui qui l'applique. Pour ces convictions religieuses, je refuse. Mais cela, on reste encore dans le domaine de la théorie. Pour d'autres raisons, c'est que je me souviens de ce que j'étais moi, ce que l'on supporte lorsque l'on est torturé. Il m'avait été donné, arrêté par la Gestapo, d'être interrogé à plusieurs reprises, et torturé à l'électricité, à l'eau. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est absolument abominable. Et puis, troisième raison, c'est celle qui est toujours mise en avant par ceux qui théorisent sur la torture et disent que dans certains cas, c'est un devoir inéluctable, c'est ce que l'on disait à Alger à l'époque. Bien, ils oublient que c'est pas efficace. On trouve et on obtient d'un torturé, humilié, un renseignement. Et si l'on y regarde plus loin, on sème une haine qui, au nom de l'efficacité, pas rentable du tout. C'est tout le contraire qui se produit. Toute la torture appliquée au travers de l'histoire conduit à la révolte de ceux même qui n'ont pas été torturés des autres. L'Algérie, c'est l'échec. On gagne la bataille d'Alger, on perd l'Algérie parce qu'elle était déjà perdue. La torture ne fait que salir un peu plus l'image qu'ils auraient pu en garder. Et les tortures actuelles dans l'ensemble des pays où elles se pratiquent, parce qu'elles se pratiquent, chose curieuse, on la nie toujours, on ne torture jamais, et en fait, quelques années après, on avoue que c'était une nécessité. Bon, pour des raisons, je l'ai indiqué, personnellement, je me refuse à ce procédé qui humilie celui qui est torturé, mais qui humilie bien plus et révèle bien plus chez le tensionnaire le complexe d'infériorité, le mal latent chez chacun d'entre nous. Il ne faut pas gratter beaucoup pour que chez chacun d'entre nous, il y ait à un moment donné, devant un camarade mutilé, blessé, on comprend le militaire qui tire un coup de mitraillette sur le voisin. Mais on ne comprend pas à froid, l'humiliation imposée toujours dans la clandestinité, dans le secret. C'est anonyme la torture, ce sont des gens qui entrent et qui sortent, et auxquels on livre un homme entièrement désarmé, la véritable humiliation. Et ça, moi je m'excuse de dire ça, enfin y étant passé, je me souviens de la tête de ceux qui m'interrogeaient, et de ce qu'il pouvait y avoir chez ces hommes de mépris d'eux-mêmes, et un mépris d'eux-mêmes qu'ils appliquaient à celui qu'ils torturaient. Mais c'est ça que j'ai retenu. Pour ces raisons-là, je me refuse. Je n'entre pas dans le mal, je me refuse à ce mal. Jacques Paris de Bollardière, l'ancien chef des paras d'Angleterre et d'Indochine, général à 48 ans, grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, détenteur de la Croix de guerre belge et hollandaise et de la Distinguished Service Order, l'une des plus hautes décorations militaires britanniques, réservée à des soldats étrangers.
Il a fait toutes les campagnes, de Narvik à l'Algérie, qui lui ont valu sa réputation de baroudeur et d'éblouissants états de service. Eh bien, aujourd'hui, après une carrière militaire qui a été longue et une quinzaine d'années de vie civile, je me trouve dans une situation parfaitement paradoxale, car je suis un général non violent. J'ai, avant de percevoir ou d'essayer de percevoir la non-violence, perçu tout à fait ce qu'est la violence. J'ai constaté qu'elle n'est pas efficace pour résoudre des conflits entre les hommes et qu'elle dégrade les hommes qui la mettent en œuvre. Alors actuellement, je suis avec beaucoup d'amis en France dans une recherche pour essayer, à partir d'une situation de conflit, qui est la réalité dans laquelle nous vivons, pour essayer de découvrir des méthodes qui restent humaines et qui nous permettent de régler les conflits. Les austères rivages de Bretagne ont bercé l'enfance de Paris de Bollardière. Cette vieille terre celte, secrète et mystique, a toujours hésité entre la tentation du repli et un patriotisme sourcilleux. Sans nul doute, les traditions y sont plus tenaces qu'ailleurs. Élevé dans le catholicisme le plus fervent, Jacques de Bollardière est fils et petit-fils d'officiers. Dans ces familles de la noblesse bretonne, on entre un peu à l'armée comme d'autres en religion. L'épopée coloniale et l'image idéale qu'en donne un Charles de Foucault renforcent cette vision du soldat missionnaire à l'écoute de lointaines civilisations. La maison familiale où est né Jacques Paris de Bollardière le 15 décembre 1907. Il a 10 ans lorsque meurt son père qui sert sous les ordres de Lyautey. Bientôt, son frère aîné, officier lui aussi, sera tué au Maroc. Leur sacrifice commun devient l'objet d'une sorte de culte. La voie qu'ils ont tracée, son devoir est de la suivre. L'entrée à Saint-Cyr, pour moi, s'est imposée comme une évidence, parce que ma famille était une famille de très longue tradition militaire, et toute mon enfance a été bercée par des récits des campagnes de mon père, en Indochine d'abord, puis à Madagascar, puis au Maroc. Et au cours de ces campagnes, il a eu le grand privilège de vivre auprès d'hommes comme Gallieni et comme Lyautey. Et c'est cette image de l'armée qui me frappait dès mon enfance. Et si dans l'avenir, ton nom vient apparaître, on y joindra peut-être dans notre grand souvenir. On dira qu'à Saint-Cyr, pour toute une parure si belle, la promotion nouvelle vient pourtant se venir. Le destin de Paris de Bollardière est scellé. Ce sera la carrière des armes. Parmi ses camarades de la promotion de 1930 et par une ironie du sort, le futur général Massu. Le jeune Saint-Cyrien est encore marqué par une vision de l'armée puisée dans l'héritage familial. Héroïsme et sacrifice de soi, communion profonde entre des hommes unis par la présence de la mort. Et déjà son impatience est vive d'être confronté à l'événement qui donnera toute sa dimension à son métier de soldat. Aussi en 1939, alors qu'il est lieutenant dans le sud marocain, il se porte volontaire dans la prestigieuse 13e demi-brigade de la Légion étrangère qui doit partir la première au combat. Il y rencontre Pierre Messmer. Le baptême des armes, pour moi, a eu lieu à Narvik. J'étais à la Légion étrangère, et la Légion étrangère a formé une brigade de marche qui est partie à Narvik tout à fait au début de la guerre. Et là, je me suis vraiment trouvé confronté avec ce qui donnait sa signification même au métier que j'avais choisi. C'est quand je retrouvais là ces images de dépassement et de sacrifice de soi-même. Et le fait pour moi était de savoir comment je me comporterais. J'ai été frappé d'abord par la beauté du site et puis par cette menace permanente de la mort sur nous tous et cette menace que nous faisions peser aussi sur notre adversaire et cette exaltation d'un homme jeune qui se trouve dans cette sorte de fête tragique qu'est la guerre et dont il ne voit pas clairement la signification humaine profonde. Après la victoire inespérée de Narvik et le vertige qui saisit Bollardière, c'est le retour en France et à Rennes une vision de cauchemar, celle de la défaite de son pays. C'est là que j'ai eu le premier spectacle de cette population frappée de stupeur et aussi de cette armée française qui refluait, mélangée avec la population dans un désordre affreux, de jeunes hommes hagards, dépenaillés, jetant leurs fusils, leurs insignes au creux des fossés, et cette population absolument démoralisée qui nous regardait avec une sorte de reproche, parce que nous, bien entendu, nous voulions continuer à nous battre malgré tout ça. Mais nous n'avons pas pu le faire, bien sûr, nous avons été complètement débordés par les troupes allemandes. J'étais moi-même coupé de la troupe que je commandais, et j'ai compris à travers ce spectacle que j'avais qu'il fallait me racheter moi-même de ce spectacle que j'avais vu, et qu'il fallait vraiment que je me batte aussitôt que possible et n'importe où, jusqu'à ce que ces images s'effacent pour moi,
et que je puisse regarder sans honte, enfin, notre armée et le peuple que j'avais vu dans cette défaite affreuse. Je quittais ce pays écrasé qui était la France avec une image de l'homme affreuse, enfin, cette image de l'abandon devant le malheur et cette résignation, et j'hésite devant le mot, mais c'est celui-là qui me vient à l'esprit, cette sorte de lâcheté qui avait tout d'un coup frappé le peuple qu'est le mien. Et au contraire, en Angleterre, comment ne pas sentir cette exaltation extraordinaire d'un peuple entièrement dressé dans un effort vraiment commun à toute la nation pour résister sous ces premiers bombardements qui commençaient à écraser l'Angleterre. L'un des premiers, avant même l'appel du 18 juin, Bollardière a rejoint l'Angleterre. Meurtri et humilié par ce qu'il ressent comme un abandon, il s'identifie passionnément à ce peuple uni devant le péril et qui refuse de plier l'échine, ce peuple auquel Churchill promet du sang et des larmes. Bollardière est émerveillé par le courage et la sérénité de la population. Lorsque les premières bombes ébranlent Liverpool, il découvre que l'humour peut aussi devenir une arme. Une boutique porte l'écriteau, plus ouvert que d'habitude. Son séjour en Angleterre va durer 2 mois. Bollardière embarque alors pour faire le tour de l'Afrique et affronter l'ennemi pour la première fois depuis la défaite en Syrie et en Libye. Il est incorporé avec ses légionnaires à une division britannique. Avant de se mesurer à l'armée de Rommel, il a le choc douloureux de devoir combattre les troupes de Vichy. Et les yeux de tous se tournent vers l'Afrique, où les troupes germano-italiennes du maréchal Rommel s'efforcent de contenir la poussée de la 8e armée britannique. Et tandis que se déroulent ces combats, voici que notre Afrique du Nord est à son tour, après la Syrie, après Madagascar, attaquée par les forces anglo-saxonnes. Je l'ai apprécié parce que j'étais à côté de lui dans les opérations très dures. Bollardière est un grand soldat, il était considéré, au sein de la Légion étrangère, comme quelqu'un qui avait un caractère dur, indiscutablement. Parce qu'il ne transigeait pas sur les points médiocres, il ne se satisfaisait pas de faux semblants, mais comme un homme exceptionnel. Donc, si vous voulez, Bollardière était un homme qui surclassait tous ces gens qui étaient autour de lui, indiscutablement, et dès cette époque. Et quand je dis que dès cette époque, on pouvait prévoir que Bollardière devait être le numéro 1 de l'armée, je le pense très sincèrement. Dans ces combats fluides qui évoquent un immense et cruel jeu d'échecs, les adversaires unis entre eux par une secrète complicité roulent dans les véhicules conquis, enterrent leurs morts dans les mêmes tombes et chantent les mêmes refrains. Waltzing Matilda venue d'Australie, Lily Marlène née sur les bords du Rhin. Les campements de Bédouins ont fui vers le sud. Reste du sable et des soldats. Pour le jeune officier qu'est Bollardière, c'est l'image tant rêvée d'une guerre propre et chevaleresque, d'une sorte de fête des armes dure et dangereuse, mais par là même enivrante, et tempérée par le code sévère de l'honneur. À El Alamein, en novembre 1942, Bollardière saute sur une mine. Il est évacué à travers le désert jusqu'à l'hôpital du Caire. Là, il entend parler de la résistance qui s'organise en France et décide de rejoindre Londres. Nous nous retrouvons, plus exactement, nous nous rapprochons à la fin de 1943, quand nous avions quitté tous les deux la 13e des BLE pour suivre à Londres un stage de préparation à l'action clandestine en France. C'est à l'occasion de ces stages que l'on préparait son brevet de parachutiste, par exemple, et nous l'avons préparé ensemble, en sautant à partir des mêmes avions, et aussi parce qu'il y avait un certain nombre de préparations, disons, de type de sécurité ou d'action clandestine, et ce stage, nous l'avons fait d'un bout à l'autre ensemble, et souvent d'ailleurs en vivant dans la même chambre. Il était commandant et j'étais capitaine. Quelle impression vous a-t-il laissé? Écoutez, Bollardière est un homme d'une sincérité parfaite.
une sincérité qui s'exprime quelquefois avec une certaine pudeur, mais c'est un homme d'une sincérité parfaite. Et c'est aussi un homme, et je l'avais senti dès le premier jour, ou enfin dès les premiers contacts que j'avais eu avec lui, très enthousiaste, c'est-à-dire qui s'enflamme facilement, soit pour une idée, on l'a vu alors et on l'a vu depuis, soit pour une amitié, avec toute la force que donne l'enthousiasme à un homme qui est habité par l'enthousiasme, mais aussi tous les risques que cela comporte dans certains cas. C'est bon numéro 1, maintenant, dégagez-vous votre siège. C'est bon, et bien numéro 2. Première phase de la préparation, l'acquisition du brevet de parachutiste délivré le 3e jour après un saut de nuit. Il faut aller vite. Bollardière pénètre dans le sérail de cette troupe d'élite dont le courage et le savoir-faire sont légendaires. Il en deviendra bientôt le chef. En attendant, il doit suivre un stage d'initiation à une forme de lutte entièrement nouvelle pour lui, bien loin de la stratégie enseignée à Saint-Cyr. Tout ce qui m'avait été interdit jusqu'à ce moment-là, j'apprenais à le faire. Cambrioler des villas, voler des voitures, suivre des gens dans la rue, échapper à des filatures, écrire avec des encres bizarres des messages secrets. Et puis aussi cette confrontation que les Anglais essayaient de nous donner de ce qui risquait de nous arriver, c'est-à-dire d'être pris et torturés pour livrer nos camarades. Mais l'arme véritable du parachutiste, c'est l'explosif. Le parachutiste, dans cette dernière guerre qui a changé toutes les stratégies et toutes les tactiques, a dû retrouver l'arme primitive du dynamitéro, destiné aux patrouilles, aux commandos, amené à agir sur les arrières de l'ennemi. Il doit connaître l'emploi de tous les explosifs et tous les secrets des grenades et des bombes. Cette éducation guerrière fait leur place même à des trucs. Comment, par exemple, on transforme en bombe un vulgaire bidon d'essence. Je me suis trouvé brusquement, un soir de pleine lune, au-dessus de la France, que je voyais dans l'obscurité en dessous de moi, et j'ai senti là une impatience extraordinaire de sentir le contact physique de ce sol que j'avais quitté 3 ou 4 ans auparavant sur un chalutier à Paimpol, et que je retrouvais avec une émotion que vous imaginez. Quand il passe, ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. En avril 1944, Bollardière est chargé par Londres et la Résistance de commander la mission Citronnelle dans le maquis des Ardennes. Durant 6 mois, il sera le commandant Prisme. Le brillant officier sorti de Saint-Cyr et qui vient d'affronter Rommel dans le désert se trouve plongé dans une guerre de partisans où la complicité de la population est la condition même de la survie et qui fait de lui un terroriste autant qu'un soldat. Nous avons fait une embuscade. Et au cours de cette embuscade, nous avons fait prisonnier deux jeunes Allemands. Et il s'est trouvé que quelques semaines avant, le colonel Grabowski, qui commandait la feldkommandatur de Charleville, avait capturé une centaine de jeunes maquisards qu'il avait fait massacrer dans des conditions absolument affreuses, après les avoir torturés la journée entière. Et par une sorte d'instinct, qui me fait honte d'ailleurs maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de faire traduire ça aux 2 hommes qui étaient devant moi. Alors disant, est-ce que vous savez que le colonel qui commande à Charleville a fait torturer 100 hommes de chez moi? Et brusquement, j'ai eu devant moi le visage d'homme qui se décomposait et qui n'avait plus rien d'humain. Et là aussi, par une sorte d'instinct, sans que j'aie le temps de raisonner, j'ai senti cette espèce de pouvoir absolument extraordinaire que j'avais de les faire redevenir des hommes, simplement en redevenant humain moi-même. Et je leur ai fait dire, de toute façon, vous êtes des prisonniers, et vous serez traités comme des prisonniers. C'est vraiment quelqu'un, quoi. Quelqu'un qu'on ne trouve pas tous les jours, je vous le dis. Des chefs comme ça. Parce qu'ils payent de leur personne, puis c'est des meneurs d'hommes, quoi. Puis maintenant, sur le plan moral, hein. Il avait quand même le respect d'autrui. Oh oui, oui. Ces hommes n'auraient jamais fait les erreurs que certains ont fait dans d'autres lieux. Par exemple, la résistance, parfois, elle s'est égarée un petit peu, mais avec lui, pas. Ces choses-là, ça n'aurait pas existé. Non. Vient le jour tant attendu de la libération.
Tandis que le maquis pleure ses martyrs, c'est le temps de l'épuration qui cache parfois d'obscurs règlements de compte. Profondément troublé, Bollardière regagne l'Angleterre en septembre 1944 pour continuer la lutte. Il accepte comme un honneur un commandement dans la célèbre brigade des Red Devils qui vient de s'illustrer en Birmanie contre les Japonais. Parachuté en Hollande sur les arrières ennemis, il a pour mission de paralyser les communications. Ce sera sa dernière mission de guerre en Europe. Il passe alors la frontière et découvre une Allemagne anéantie. J'ai encore présent dans les yeux ces images d'un peuple battu et ces maisons démolies, ces femmes qui erraient avec des enfants qui n'avaient pas de quoi manger, tous ces objets familiers qui traînaient au milieu des rues. Et jusqu'à maintenant, cette guerre en Europe m'avait paru bien entendu une guerre juste. Enfin, il ne me venait pas à l'esprit que notre combat n'était pas juste. Nous nous défendions contre l'agression des nazis. Mais là, le mot ennemi a perdu pour moi toute signification et est devenu vraiment une abstraction. Ces femmes, ces hommes que j'avais sous les yeux, je ne pouvais pas les considérer comme des ennemis, je les considérais comme des hommes écrasés par le malheur. Elles avaient, toutes ces femmes qui étaient devant moi, le même regard que les femmes de chez moi quand elles apprennent que leur mari est mort, ou leur fils. Et je n'ai pas encore à ce moment-là commencé à comprendre l'injustice de toute guerre, mais j'ai profondément senti l'horreur de la guerre et le flot de misère qu'elle cause. Le régiment de parachutistes que vient de commander Bollardière est envoyé en toute hâte en Indochine. Malgré sa lassitude de la guerre, Bollardière, qui vient de lutter contre les nazis, accepte par fidélité à lui-même de reprendre les armes. À ses yeux, il s'agit d'aller délivrer l'Indochine, soumise à l'oppression japonaise. Dès la libération, le général de Gaulle a entrepris d'y rétablir la souveraineté française. Dans cette ultime croisade, il ne voit aucune rupture avec ses engagements passés. Il ressent même comme un devoir de ramener la paix dans cette région troublée. J'ai connu le général Paris de Bollardière en Indochine. C'était en 1945, tout à fait au début de la guerre. Il commandait le 2e régiment de chasseurs parachutistes. Tout le monde l'appelait Bolo. C'était un combattant très populaire et c'était le baroudeur par excellence. Rien n'annonçait qu'il puisse devenir un jour ou l'autre un pacifiste. On le considérait à cette époque un peu comme un officier baroudeur. Mais je crois que Bollardière a toujours été, dans sa carrière militaire, un officier qui a eu la volonté d'appartenir à des unités combattantes et la volonté de combattre. Bollardière n'est pas du tout un officier d'état-major, c'est pas son style. Et je crois que ça n'aurait pas été non plus un succès pour lui de se spécialiser. D'ailleurs, il n'a pas voulu. Ça n'est pas un hasard si Bollardière a été à la Légion étrangère et s'il a été au parachutiste. C'est en réalité parce que la Légion étrangère et les parachutistes correspondaient à l'idée qui se faisait de l'action militaire, au moins à cette époque-là. Harcelés par un ennemi sans visage, les paras sont toujours sur la brèche. C'est à eux que reviennent les missions les plus dures et les plus meurtrières. Pour contrôler le territoire, ils multiplient les postes d'observation, cherchant le contact direct avec un adversaire insaisissable. En ce début de guerre, et malgré les pertes subies, les violences contre la population civile sont rares, ou du moins honteuses et clandestines. Apprenant qu'un officier vient d'abattre un coulis épuisé qui refuse de repartir avec son chargement, Bollardière, qui avec le grade de colonel commande les troupes aéroportées, veille à ce qu'on lui inflige une très grave sanction. Mais peu à peu tout se dégrade. La véritable nature du drame indo-chinois, Bollardière l'apercevra surtout lors de son 2e séjour qui va durer 3 ans. Soldats de la métropole, dont le rappel en Algérie est marqué par de violentes manifestations. Ils ne se sentent pas concernés par la partie qui se joue là-bas et ont parfois l'obscur sentiment d'aller défendre les privilèges d'une poignée de colons. Leur révolte est soutenue par une partie de l'opinion publique, encore mal remise du drame indo-chinois et qui aspire à la paix.
J'ai découvert là un visage absolument différent de ce que j'attendais. En réalité, j'étais confronté avec la guerre d'une armée contre un peuple, dont je discernais de plus en plus qu'il était soulevé par une aspiration absolument profonde et authentique de recherche de sa liberté. Et sortant d'un maquis, je ne pouvais pas ne pas me sentir dans une sorte de communion avec ces hommes qui faisaient exactement ce que j'avais fait, et pour les mêmes raisons, ce que j'avais fait quelques mois auparavant. Vous êtes confronté là à une guerre de type subversif, dont la violence n'est pas exempte. Eh bien, cette guerre révolutionnaire que je découvrais, que j'avais déjà découverte, mais si je veux dire de l'autre côté de la barrière, m'a montré très rapidement qu'elle avait une logique absolument inéluctable qui amenait l'armée qui se bat contre un peuple à glisser de plus en plus vers une violence de moins en moins contrôlée. Parce que l'ennemi, c'est le peuple, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des vieillards, la population d'un village. Au terme d'années de souffrance, la chute de Dien Bien Phu et l'inévitable liquidation politique à la conférence de Genève. Une page douloureuse est tournée. Mais novembre 1954 marque le début de l'insurrection algérienne et d'une nouvelle guerre coloniale qui va durer 7 ans. J'étais à ce moment-là instructeur à l'école de guerre. Les affaires d'Algérie commençaient à se préciser, et puis la guerre d'Algérie a éclaté, et j'ai eu très nombreux contacts, bien sûr, avec un tas d'officiers, et en particulier avec d'anciens subordonnés à moi, et je discernais chez eux des tas de sentiments extrêmement complexes, dont un était certainement une très grande rancœur vis-à-vis du commandement et vis-à-vis des hommes politiques français, et aussi une très grande amertume vis-à-vis de l'opinion publique, car l'armée en Indochine a eu l'impression d'être complètement délaissée, de se battre très courageusement avec des sacrifices immenses, dans l'indifférence la plus complète de la part du pays. Et ces jeunes officiers ont commencé dès ce moment-là à s'ancrer sur le désir qu'il fallait que l'armée prenne une sorte de revanche, et que si on l'appliquait dans la guerre d'Algérie, il faudrait qu'elle la gagne, et j'allais presque dire par tous les moyens. Cette volonté de revanche n'est pas le fait des jeunes. Ces jeunes du contingent qui viennent de protester violemment au camp de Mourmelon, Bollardière les accompagne à Alger. À la stupéfaction générale, l'ancien chef des paras d'Angleterre et d'Indochine choisit d'encadrer ces jeunes garçons de 20 ans, désorientés et que personne n'a préparé moralement à la tâche qui les attend. Souvent méprisés par les unités de métier, ils ignorent tout des problèmes de l'Algérie, des aspirations des musulmans et des craintes des Européens. Ici sous-lieutenant Delahaye, de la 2e compagnie du GT 543. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte. Bonjour à toute la famille et à tous les amis du Havre. Et particulièrement ma fiancée Iliane. Ainsi que ma fiancée chérie. Je profite de l'occasion inattendue qui m'est offerte pour transmettre mes meilleurs baisers à mes parents via Perpignan, des baisers qui n'ont pas tout à fait le même sens. J'espère avoir bientôt la quille pour être de retour en France. Il est midi, je quitte ma cuisine pour venir embrasser mes parents. Le soleil brille. Le moral est bon. Je vous embrasse tous affectueusement. Il y a eu la grande guerre du grand-père, la drôle de guerre du père, voici la sale guerre du fils. Une guerre qui ne dira jamais son nom, officiellement appelée Opération de maintien de l'ordre. Bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il y a tiré là? Qu'est-ce qu'il y a tiré? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose? Où est-ce qu'ils sont là? Derrière cet arbre? C'est cette merde là, vous les avez vus derrière l'arbre? Il a pris son commandement dans le sud algérois et j'étais là d'une manière intelligente. Il a réfléchi sur la pacification, ça voulait dire essayer de s'entendre avec les musulmans d'Algérie pour trouver une solution. Bollardière n'a jamais cru à une solution militaire. Il avait subi l'Indochine. Il a fait toute la guerre d'Indochine. Il a vu la catastrophe en Indochine. Donc il ne croyait pas une seconde qu'on pouvait, comme croyaient certains bureaucrates à Paris, régler le problème d'Algérie par des moyens militaires seulement. Donc il espérait, lui, Bollardière, que l'armée française pourrait être un lien par la pacification, par l'organisation de nouveaux villages, par les services rendus aux musulmans, par le contact avec eux,
un lien entre la France métropolitaine, représentée par l'armée française en Algérie, et le contingent surtout, et les musulmans, de manière à ce que le dialogue s'ouvre. Ce qui fait qu'il n'aimait pas les opérations militaires, il les faisait quand elles étaient nécessaires, il les commandait, mais il a créé ces commandos noirs dont il m'a donné le commandement, qui consistait alors à la nomadisation, à aller se promener tout le temps, jour et nuit, parmi les musulmans, presque sans armes. Moi, je n'étais pas armé, de manière à parler avec eux et à ce que les musulmans d'Algérie voient un autre visage de la France que les colons. Parce que ce que les musulmans d'Algérie détestaient, c'était les colons. Mais Bollardière se disait, il n'y a aucune raison qu'ils détestent les Français. Donc, puisqu'on a la chance que, je ne sais pas, 1 million ou 2 millions de Français soient là à cause du contingent, montrons aux musulmans les Français de France qui n'ont rien à voir avec la colonisation. Et c'était l'idée politique et militaire de Bollardière, de manière à amener la paix en Algérie. Il l'a mise en application. Bollardière, qui a renoncé à porter le béret de parachutiste, commande le secteur est de l'Atlas blidéen. Il prend le mot d'ordre de pacification au pied de la lettre, et son expérience originale lui vaut la visite du ministre résident Robert Lacoste. À son insu, Bollardière devient un peu la bonne conscience de l'armée. Sous son impulsion, des chantiers sont ouverts, 3000 soldats s'adonnent à des tâches d'aménagement rural. Le principal à ses yeux est d'offrir un modèle valable aux jeunes soldats dont il a la responsabilité. Au terme d'une tournée d'inspection, le directeur général de la Sûreté nationale, Jean Méret, envoie un rapport très élogieux au président du Conseil. En novembre 1956, Bollardière reçoit ses étoiles de général. Il a 48 ans. Et le 11 novembre, les commandos noirs ont l'honneur d'être choisis pour défiler à Alger, où ils sont acclamés par la foule. Par ailleurs, j'ai constaté l'extraordinaire efficacité de l'œuvre du général Bollardière, qui par ses méthodes libérales, mais également techniques vis-à-vis de l'exploitation du pays qui lui était confié, de la région qui lui était confiée, lui a permis, et par conséquent à la France, qu'il représentait de façon si magnifique, de faire la preuve qu'on pouvait mener en Algérie une politique totalement différente de la politique de répression qui était menée dans tout le reste du pays. Parce qu'en fait, vous avez noté une nette diminution du terrorisme dans cette Ah, ben ça, dans cette région-là, il n'y avait même pas de terrorisme. Pendant tout le temps que Bollardière était là, pratiquement, il n'y avait pas d'attentat dans ce secteur. Alors qu'il y en avait tout autour. Il y avait tout autour, dans la Kabylie qui était toute proche, sur les plateaux, et ailleurs, bien entendu, Constantinois, Lorès et ailleurs. Les conceptions du général de Bollardière restent très isolées. Presque partout en Algérie, c'est la spirale sans fin de la violence. Une lutte sans merci s'est engagée entre l'armée et les rebelles, qui a pour enjeu le contrôle de la population. Les embuscades, les attaques contre les fermes isolées se multiplient, la peur et l'insécurité s'installent partout. Et c'est le choc en retour, une répression aveugle qui frappe tous les Algériens indistinctement. Les pires exactions sont couvertes, sinon approuvées par la hiérarchie. Jamais le fossé qui sépare les deux communautés n'a été aussi large. Alger, décembre 1956. Plusieurs militants FLN condamnés à mort sont exécutés. La riposte ne tarde pas. Les attentats à la bombe font leur apparition et plongent la population européenne dans l'angoisse.
Sur l'ordre du ministre résident Robert Lacoste, une ordonnance est signée qui délègue au général Massu, commandant la 10e division parachutiste, les pouvoirs de police. Celui-ci rédige aussitôt une directive qui revient en fait à officialiser l'emploi de la torture. La bataille d'Alger va commencer. Si l'on informe largement l'opinion des résultats obtenus, un silence opaque entoure les méthodes employées. Pour identifier les poseurs de bombes, chaque maison est fouillée, les suspects dirigés vers les centres d'interrogatoire. Plus de 3000 d'entre eux vont disparaître, morts sous la torture ou sommairement exécutés. À la terreur des attentats succède la terreur de la répression. Il y a eu des attentats sur la population européenne d'Alger qui étaient dramatiques et il fallait bien faire face à cette situation. Mais ça nous mettait devant un véritable choix. Ou bien nous posions le problème en termes politiques clairs, ou nous nous acharnions à résoudre ce problème par la violence. Si nous prenions cette dernière optique, il fallait, dans la cohérence même de ce raisonnement, bien entendu, éliminer physiquement tout le réseau de terrorisme et de renseignement que les FLN étaient en train de mettre en place. Et parce qu'il fallait le faire, bien entendu, par n'importe quel moyen. Car le renseignement devenait absolument primordial, il fallait connaître les cellules, leur organisation et les démanteler. Et la directive de Massu était extrêmement précise, elle allait dans ce sens. Si je l'acceptais, d'abord pour moi, du plan moral, c'était absolument inacceptable, car ça nous emmenait exactement à ce que les nazis avaient fait et avaient prétendu faire dans tous les pays qu'ils ont occupés pendant la guerre européenne. Et ensuite, je pensais d'ailleurs très clairement que ça ne nous mènera à rien, bien entendu, car sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans, « Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place ». Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démonter les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN. Alors j'ai donc eu un entretien avec Massu, très difficile, car sa position était inébranlable. Et dans la passion de cet entretien, je crois que j'ai terminé cette conversation en lui disant que je méprisais le type d'action qu'il préconisait. Et j'ai ensuite vu tous les échelons de la hiérarchie, puis M. Lacoste, qui m'a confirmé qu'on attendait de moi que je ne fasse pas de complications et que je laisse travailler les parachutistes de Massu. À ce moment-là, j'ai donc demandé à être relevé de mon commandement. Pratiquement, je n'étais qu'un exécutant. Cet excellent Vallardière m'a pris un parti comme si j'étais le promoteur de cette politique, mais c'est absolument inexact, n'est-ce pas? Je n'étais qu'un exécutant, je n'ai fait qu'exécuter les ordres de mes chefs. Mais pour renforcer l'effort policier, il fallait promouvoir le renseignement, donc il fallait ipso facto recourir momentanément à la torture. Et c'est ce que le général de Bollardière jugeait inacceptable. Oui, enfin, il n'était pas indispensable de recourir à tout moment à la torture, et d'ailleurs ça n'a pas été fait. Hein. Les procédés d'interrogatoire poussé, que l'on a appelé un peu trop hâtivement la torture, ont été dans certaines circonstances autorisés par moi-même sur la ville d'Alger, essentiellement, en fonction de l'urgence de la mission, qui consistait à découvrir les bombes prêtes à exploser et à empêcher de nouveaux dégâts, de nouveaux assassinats, n'est-ce pas, de nouveaux dégâts chez les civils, en particulier les femmes et les enfants qui tombaient sous le coup du terrorisme. C'est en réalité le terrorisme, surtout le terrorisme urbain, qui nous a amenés à, si vous voulez, à sortir de la légalité, et à sortir même à employer des procédés que je n'approuve pas du tout, mais que j'ai considérés à ce moment-là exceptionnellement comme, dans certains cas, nécessaires. Ça, je le reconnais parfaitement, c'est pour ça que dans mon livre, je ne m'en suis pas caché. Bollardière m'a dit que c'était inadmissible. Hein, puisque de temps en temps, il faut se salir les mains. Nous les sommes salis sans doute, mais nous avons quand même, je crois, évité beaucoup plus de sang encore. Pour avoir donné l'ordre aux parachutistes de vaincre à tout prix, les autorités civiles ont aussi leur part de responsabilité. Nous sommes là avec Bollardière, encore une fois un homme respectable, dans le domaine de la foi. Et vous ne m'y ferez pas pénétrer. Ce n'est pas mon domaine, c'est un domaine que je respecte. Mais ce n'est pas mon domaine lorsque j'agis comme chargé d'exécuter une politique nationale. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans
dans les 2 jours, 3 jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable, il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. En fait, le président du Conseil ne peut ignorer ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Des rapports courageux ont été portés à sa connaissance qui lui donnent l'exacte mesure du drame. Mais la bataille d'Alger, c'est aussi le temps du mensonge. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. Sous l'action des parachutistes, Alger glisse peu à peu vers un ordre totalitaire. La torture n'en est qu'un aspect. Le quadrillage systématique de la population en est l'inévitable prolongement. Avant qu'il ne démissionne, le général de Bollardière, avant qu'il ne prenne cette décision, est venu me voir. Je dis, il n'était pas un homme causant, n'était pas bavard, se livrait pas. Il avait un sens très exact de la discipline militaire, et puis 30 ans de vie militaire moule un homme dans ses comportements. Il était moulé par ses fonctions. Il est venu me voir à sa demande, je l'ai reçu, et il m'a expliqué le désarroi de sa conscience. Ça fait rire, ça ferait rire certainement M. Lacoste de parler de la conscience d'un homme. Les exhibitionnistes du cœur et de l'intelligence, c'est lui qui a tenu ce propos en ce qui nous concerne. Nous nous sommes sanctifiés, mais pas déshonorés du tout. Qui se rassure pleinement. Eh bien, le général Bollardière, je garde de cette entrevue un souvenir cruel, enfin, l'homme dans le désarroi, vous comprenez. Namuno disait j'ai mal à l'Espagne, eh bien, Bollardière avait mal à la France, à sa politique présente et à tout ce qui adviendrait dans l'avenir de ce qu'elle faisait sur le terrain en Algérie. Vous donner sa démission en ces conditions. Si être un idéaliste, c'est à l'épreuve de certains faits, mettre sa conscience en balance et, quoi qu'il arrive, ne pas transiger avec l'honneur de ses fonctions et puis l'honneur de son pays, si c'est ça l'idéalisme, je veux bien. Ces protestations étant restées vaines, Bollardière demande à être relevé de son commandement et clame son indignation dans une lettre rendue publique. Cet éclat lui vaut 2 mois de forteresse, alors qu'au même moment des officiers tortionnaires se voient décorés. Comment avez-vous accueilli la décision prise par le général de Bollardière de remettre son commandement en 1957 ? Avec un accord profond, parce que mon indignation était tellement totale et immense devant ce qui se passait en Algérie que s'il n'avait pas pris cette décision, moi je lui aurais dit faites quelque chose, vous ne pouvez pas rester dans une armée qui se déshonore de cette façon. Sa peine une fois purgée, Bollardière reçoit une affectation en Afrique noire puis en Allemagne, où il apprend en 1961 le putsch des généraux d'Alger. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Challes, Jouot et Zeller. Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Nous assurons les musulmans. Les soubresauts d'une armée qui se dresse contre la nation et prétend lui imposer sa volonté par la force achèvent de dénouer les derniers liens qui unissent encore Bollardière à son passé de soldat. Il se sent acculé à un choix définitif. Compagnon de la libération, son devoir est de rendre une ultime visite au général de Gaulle. Puis il va remettre sa démission au ministre des Armées. En 1961, il vient vous remettre sa démission de l'armée. Quel était alors son état d'esprit ? Oui, j'étais à ce moment-là ministre des Armées. C'est à moi que Bollardière a remis sa démission. J'ai eu l'impression que cette démission qu'il me remettait, elle existait dans son esprit depuis un certain temps déjà. Et qu'en fin de compte, cette démission formelle était l'acte public et irrévocable qui résultait
décision qui s'était formée progressivement dans son esprit et peut-être dans son cœur aussi. Après un quart de siècle d'une vie errante, Bollardière est devenu un civil. Il a 53 ans. Attiré confusément vers la Bretagne de son enfance, il découvre une vieille ferme perdue dans les Landes, entre Lorient et Quimper, le vieux Talouette. Cette demeure est son premier port d'attache. En décembre 61, Bollardière trouve un poste d'attaché de direction dans une entreprise de construction navale. La violence qu'il croyait avoir laissée sur les champs de bataille, il la découvre à nouveau sous une autre forme. C'est la soumission des hommes à la production et le désert de relations humaines enfermé dans le carcan de rapports hiérarchiques. 2 ans plus tard, il se découvre une vocation d'animateur dans un organisme de formation permanente. Et le vieux Talouette devient une maison ouverte au monde, un lieu de rencontre et d'échange où s'expriment des voix venues de tous les horizons. Pendant 7 ans, il sillonne la Bretagne, organise des voyages d'études à l'étranger. À certains temps, aux activités et aux réflexions qu'elle suscite, sa femme est étroitement associée. C'est un peu vous qui avez précipité l'évolution de votre mari vers la non-violence. C'est-à-dire que moi, depuis quelque temps, je lisais les bouquins sur Martin Luther King, et ce qu'il avait fait m'a beaucoup intéressée et même passionnée. Et un jour, j'ai appris que Jean-Marie Muller, que je ne connaissais pas du tout, venait faire un exposé sur la non-violence. Mais la non-violence, moi, je l'avais découverte par l'intermédiaire de Martin Luther King et de ce qu'il avait fait là-bas en Amérique pour les Noirs. Et alors, j'ai demandé à mon mari de venir avec moi pour l'écouter. Et nous sommes allés, alors là, nous l'avons écouté avec un émerveillement. Tout ce qu'il disait, c'est ce qu'on ressentait confusément, sans trouver les mots. Et lui, il nous donnait les mots de ce que nous ressentions. La doctrine de la non-violence qu'il vient de découvrir, Bollardière s'y consacre désormais avec la foi et l'enthousiasme d'un converti. Il retrouve l'énergie de sa jeunesse qu'il vouait naguère à son métier de soldat. Tout son effort tend maintenant vers l'élaboration d'une stratégie de la paix. Et dans cette phase de réflexion théorique, son passé militaire lui est un atout précieux. La présence de ses filles lui impose de rester attentif au malaise d'une jeunesse qui aspire à une société plus juste et se reconnaît mal dans un monde que lui ont laissé les adultes. De débat en colloque, Bollardière précise ses positions et affûte ses arguments. Témoin de cette patiente recherche, un livre où il retrace les étapes de son évolution. Son itinéraire est précisément en fonction de ce qu'il a vécu. Or, je crois que ce passage de l'armée à la non-violence est certainement le cheminement le plus symbolique et le plus efficace, si vous voulez, en ce qui concerne précisément tout ce problème de la guerre et de la non-violence. Et il dit très souvent, justement, que dans le fond, c'est le même combat qu'il mène, à la fois dans ce qu'il a fait dans la résistance et ce qu'il fait maintenant. Et c'est vrai que beaucoup, finalement, des jeunes qui sont engagés dans la non-violence ont eu leur père engagé dans la résistance. Alors, c'est très important de voir que, finalement, de Bollardière, ce n'est pas un fait absolument isolé. Ce serait, je crois, ne pas comprendre toute la portée de son témoignage. Il représente, dans le fond, beaucoup plus que lui-même, mais avec une force particulière attachée, disons, à son personnage. 1973, l'annonce d'une nouvelle campagne d'essais nucléaires français dans le Pacifique suscite une vague de protestations. Avec 3 autres volontaires, Bollardière pénètre dans la zone d'interdiction maritime entourant le centre d'expérimentation de Mururoa. Au terme de l'expédition, leur bateau sera arraisonné par la marine française. L'opération à laquelle participent Jean-Marie Muller et l'abbé Toula n'a d'autre but que d'alerter l'opinion publique par un geste spectaculaire. Avant d'unir leur voix à celle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ils ont parcouru 2000 km. Pourtant, au départ, aucun des protestataires n'avait la moindre expérience de la mer. Il ressentait une véritable allégresse. Comme il nous l'a dit, comme il nous l'a répété, cette opération Mururoa, c'est typiquement une opération de commando. Des commandos, j'en ai fait toute ma vie d'officier. Mais avec une immense différence, c'est que jadis, le but de ces commandos, c'était de tuer des hommes, tandis que maintenant, nous allons sauver des hommes. Mais quelle est la place de la foi dans cette démarche?
Je pense que sa foi, et sa foi explicitement religieuse, est fondamentale chez lui. Il a une foi de breton, une foi de paysan breton. Et c'est ce qu'il me disait sur le bateau. Il me disait, c'est ma foi qui me soutient. Alors évidemment, il n'y avait pas simplement la foi religieuse, il y avait la foi en l'homme, il y a tout un complexe où la foi religieuse elle-même est certainement fondamentale. Pour avoir manqué à ses obligations de réserve, le général de Bollardière est mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire et sur ordre du Conseil des ministres que préside Pierre Messmer. Mais par son retentissement et le large exposé qui en est fait dans la presse, le geste de Mururoa a provoqué un débat public autour de cette question brûlante. Pour lui donner plus d'éclat encore, Bollardière renvoie sa plaque de grand officier de la Légion d'honneur au président Pompidou. Mais l'affaire n'en reste pas là. À leur tour, des évêques sortent du silence et prennent position. Une confrontation très vive oppose bientôt l'Église à l'armée. La même année, Bollardière participe à une autre lutte qui le rend solidaire des paysans du Larzac. À l'origine du conflit, le projet d'extension du camp militaire situé dans la région, qui doit passer de 3 000 à 17 000 hectares. Si le projet aboutit, une centaine d'agriculteurs devront abandonner leurs terres. Pour appuyer ce combat non violent, une marche sur le plateau est organisée qui réunit 50 000 personnes de toutes tendances. La cause du Larzac a dépassé le cadre de la protestation paysanne et les limites de la région. Elle est devenue un symbole. La soirée est marquée par l'intervention de Bollardière qui voit dans leur lutte pacifique un exemple et un encouragement. Leur force, les paysans du Larzac, l'attirent du rayonnement de leur cause. En sortant de leur isolement, ils sont devenus les témoins d'un conflit qui les dépasse. À la communauté non violente d'Orléans, Jean-Marie Muller, le philosophe et le théoricien, accueille Bollardière, l'homme d'action. Est-ce que tu n'as pas été à un procès récemment, un procès à Toulouse, oui, la semaine dernière. Oui. Et quel était le cas C'était le cas de la soumis à l'Office national des forêts. Donc pratiquement, il a refusé de se joindre à l'affectation qui lui a été donnée. Alors, ce qui est important à Toulouse, c'est qu'il y avait pour la première fois une marche silencieuse de solidarité, avec quand même la plupart des partis de gauche, des syndicats et d'autres mouvements. Et ça pose vraiment le problème de l'opinion publique. Oui, il y a une chose qui va dans le même sens. Je ne sais pas si tu as vu dans les journaux la déclaration d'un certain nombre de parents d'insoumis, là, qui ont exprimé leur prise de conscience du problème à partir du cas de leur fils, et puis commencer à envisager de se rencontrer entre eux et de prendre une position commune. Enfin, là aussi, il y a quelque chose de très intéressant qui se développe. C'est la fameuse conscientisation des parents par les enfants. C'est ça, oui. Mais pourquoi beaucoup d'objecteurs refusent-ils l'affectation aux eaux et forêts? Je sais pas que leur grosse revendication, c'est d'utiliser leur temps de service militaire pour investir dans une recherche et une action non violente, pour contribuer à rendre crédible une alternative à une défense nationale qui refuse par leur position non violente. Et alors, les eaux et forêts, telles que c'est conçu, ça ne répond pas du tout à leur aspiration profonde. Et soldat servant loyalement son pays par les armes au besoin jusqu'au... Bollardière est devenu pèlerin de la paix. Son message de non-violence, il ne le réserve pas uniquement à la France. Il se déplace beaucoup à l'étranger et cette année, un débat contradictoire en Suisse l'opposait à un colonel de notre armée. Donc en somme, peut-on vivre son idéal de non-violent tout en appartenant à l'armée? Je sais pas. Écoutez, moi, ma réponse est très rapide. Oui. Je vous remercie, monsieur le colonel. Cette réponse est claire et certainement beaucoup de soldats qui sont ici dans cette salle sont convaincus que c'est vrai. Je vous passe la parole maintenant, général de Bollardière. Je voudrais répondre vraiment très sérieusement à cette question, qui est une question infiniment sérieuse. Ce que je peux dire seulement, sans faire aucune théorie, c'est que dans le vécu, eh bien, je me suis trouvé dans des contradictions telles que j'ai dû quitter volontairement une armée dans laquelle j'ai servi pendant
30 ans. Et c'est la seule réponse que je puisse apporter. Car je répète bien que je parle de choses que j'ai vécues et que je ne veux pas transformer ce que j'ai là en une théorie générale et que je m'empresse de dire que je n'ai pas la moindre intention de juger les gens qui sont dans une situation qui n'est pas la mienne et de leur dire ce qu'ils ont à faire, car ça ne me regarde absolument pas du tout. Je veux dire seulement que dans ce que j'ai vécu moi-même, eh bien, le problème était absolument clair. J'avais le choix entre quitter cette armée ou me transformer moi-même en un nazi, ou en quelqu'un qui est en voie de l'être. Je suis venu dans un esprit d'agressivité non violente auquel je crois vous-même accorder quelques crédits pour m'opposer à des thèses qui, pour un petit pays comme le mien, qui ne possède une armée que dans un but de pure défense et d'abord pour éviter la guerre, et en considération de la situation politico-stratégique du moment, vos thèses, à mon avis, sont pour nous pernicieuses. Ceci dit, je reconnais que vous êtes un homme de foi et d'engagement, que vous ne vous contentez pas de prêcher, mais que vous vivez votre idéal. En ce sens, vous méritez tout notre respect, et je parle aussi au nom de mes camarades, et vous l'avez. Personnellement, j'ai été honoré d'avoir pu faire votre connaissance ce soir et d'avoir pu vous apporter la contradiction. Thank you.